Il y a aussi les membres fondateurs du Café Santé Nature, certains sont là aujourd'hui, d'autres non. Et puis il y a ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps et qui permettent aussi aujourd'hui d'aller franchir des étapes avec notre association. Il y a Bruno qui nous a monté un superbe site internet, www.cafesanténature.fr, et il y a Médéric, notre Spielberg, qui nous a rejoints aussi et qui permet aujourd'hui d'être là aussi de manière cinématographique. Et Camille, qui se met toujours un peu en retrait à l'arrière, voilà, qui est notre web journaliste qui nous a rejoint également. Voilà, c'est une petite équipe, on n'est pas très nombreux. Si vous voulez nous rejoindre, par exemple, sous forme de membres, pour être cotisants, nous, on est toujours preneurs, parce qu'il faut aussi financer, on a quelques frais techniques, donc si vous voulez laisser un petit chèque en sortant pour devenir membre, ou si vous voulez donner un petit don, on est preneurs, parce que ça nous permet de défrayer certaines personnes qui nous aident bien. Voilà. Valérie continue de se préparer. Elle est plus rapide que moi. En fait, on se connaît depuis assez longtemps. On pratique le yoga depuis à peu près le même nombre d'années. La différence, c'est que moi, je suis toujours débutant et que Valérie, elle a atteint un niveau aujourd'hui qui est incroyable. Voilà. Mais bon, ça montre bien que le yoga, c'est pas quelque chose d'unique. Chacun le pratique à sa manière. Et puis vous verrez comment ça peut fonctionner. Moi, ce que j'aime bien dans le yoga, on a l'impression que c'est un petit peu une possibilité de printemps permanent. Pourquoi? Parce que quand on pratique, le corps peut s'ouvrir, l'esprit peut s'éveiller. Pour moi, c'est un peu une métaphore du printemps. Et le yoga, c'est aussi comme un voyage. D'ailleurs, le mot yoga, vous le trouvez à l'intérieur du mot voyage. C'est une sorte de voyage intérieur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce genre de voyage que Valérie va nous proposer, je pense. Parce qu'en fait, c'est quoi le yoga? Est-ce que c'est un art, une philosophie, une culture? Est-ce que c'est de la méditation, de la respiration? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ou est-ce que c'est encore une fois complètement autre chose? Je crois que pour ceux qui pratiquent et pour ceux qui ne pratiquent pas, cette matinée va apporter des réponses. À la fin de la démonstration, vous pourrez poser des questions directement. Si vous avez des questions plus personnelles à poser, ça pourra se faire tout à la fin quand on va installer la salle, quand on va bouger les tables et les chaises pour manger. Et puis si vous voulez rester pour manger, voilà, vous êtes évidemment les bienvenus. C'est parti. Je fais les postures. Mais je peux faire la posture sur la tête aussi? Oui, hein. Ça tient? Bon. Oui, les serrer. C'est accroché ou c'est glissé dans le short? Dans le short et dans le slip ou... Il n'y a pas de... Ah, oui. On peut pas l'attacher. J'ai un sacrum amélioré. Oui, mais c'est ça le yoga, s'adapter. Hein. Bon. Ok, bonjour. Je ne vais pas vous parler du yoga. Je vais vous parler du yoga Iyengar. Mais vous m'entendez même sans ça, hein? Ça va là? Parce que moi j'ai une voix qui porte. Hein. Donc je vais vous parler de l'enseignement du yoga Iyengar. Je vais rester très pragmatique et je vais vous expliquer ce qui vous attend si vous venez dans un cours de yoga Iyengar pendant une année. Et je vais commencer par les bases, puisque pendant les premières années, on apprend les bases. Pascal écrivait dans sa publicité, l'enseignement du yoga Iyengar est systématique et systémique. Alors systémique, je vérifie dans le dictionnaire quand même, c'est un système pris dans un ensemble. Monsieur Iyengar a développé un enseignement du Hatha Yoga, le yoga postural. Donc c'est le yoga postural pris dans un grand ensemble qu'est le yoga. Et il est systématique, et c'est ça vraiment la spécificité, c'est que c'est un système rigoureux, construit,
étape par étape. Vous ne venez pas dans un cours de yoga Iyengar et puis ensuite vous faites tout de suite la posture sur la tête. Elle se prépare pendant 2-3 ans. D'accord ? Les professeurs de yoga Iyengar sont des gens qui pratiquent. Ils pratiquent le double de ce qu'ils enseignent. Et ce sont des gens engagés. C'est pour ça que vous me voyez ici dans ma tenue préférée, short et t-shirt. Dans un cours de yoga Iyengar, vous devez être en short et en t-shirt parce que l'enseignant doit avoir les jambes et les bras, qui sont appelés par M. Iyengar les organes d'action. Les premières années, vous allez faire surtout des postures debout. Pourquoi ? Parce qu'elles vont renforcer les jambes, donc renforcer le corps, activer la circulation sanguine, travailler l'endurance, donner confiance, parce qu'elle travaille l'équilibre. Donc on travaille beaucoup les jambes, beaucoup les bras au début. Et les jambes sont rattachées finalement par le bassin et par les épaules à la colonne vertébrale, du coup renforcées par là même la colonne vertébrale. Ça, c'est le travail mécanique sur les muscles, sur les os, sur les articulations. Et se fait tout seul le travail organique. Vous ne vous en rendez pas compte au début, mais en fait, on travaille, les organes sont massés, le sang traverse beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus fluide à l'intérieur du corps. Et du coup, il y a un travail organique qui se fait aussi, mais sans que vous le sachiez. Certains élèves, au bout du deuxième cours, me disent « Ah, mais j'ai mal au cœur après le cours ». Moi, je dis « C'est très bien ». Parce que justement, ça signifie que, bah, tiens, on a un peu touché le foie, tiens, on a un peu touché les organes de digestion. Alors, la première chose qu'on va apprendre, c'est l'art de se tenir debout. Parce que là, vous voyez, je me tiens, voilà, je me tiens debout, mais c'est pas du Iyengar. Dans les Iyengar, les maîtres mots sont alignement, précision, intensité. Si je suis debout comme ça, bon, je suis debout, d'accord, mais il n'y a aucun alignement. Mes épaules vont vers là, bon, là j'ai un boss, mais bon, hein, mes épaules vont vers là. Si je me tiens comme ça, c'est mes cuisses, mon ventre que je projette, il n'y a aucune tenue, d'accord? Donc, Tadasana, l'art de se tenir debout, c'est vraiment les pieds joints, les jambes tendues, les rotules montées, ça on l'entend à tous les cours, même aux cours avancés. Il a découvert que quand on tire les rotules vers le haut, on protège le genou. Les deux ligaments arrière, ici, là, sont très étirés, très renforcés, et ça protège le genou. Donc on a les rotules montées, on tend les jambes. Et alors ensuite, les élèves débutants, on voit tout de suite, ben, je tends les jambes comme ça, je suis comme ça, ou je suis comme ça. Donc on apprend à l'élève d'égaliser, c'est-à-dire que ramener cette partie-là vers l'avant, ramener cette partie vers l'arrière, et on va tout de suite, rapidement, utiliser un mur. Moi je dis toujours, le mur c'est le maître. Hein, le mur, ici, dans nos pays, il est vraiment, vraiment vertical, et on peut ramener l'arrière du corps contre le mur et observer quelles sont les parties qui se détachent du mur et quelles sont les parties qui vont trop vers le mur. Et à partir du mur, on va commencer à pouvoir aligner le corps. Ensuite, on commence tout de suite par les postures que vous voyez toujours dans le Hatha Yoga, qu'on appelle le triangle. Donc on est debout, maintenant je vais sauter. Donc on est comme ça. Et on insiste sur le saut. Le saut, ça ne va pas être... D'accord ? C'est vraiment, on est debout en Tadasana, on inspire, on saute, toc. Et on va faire la posture du triangle que je vous montre, donc c'est comme ça, que vous avez certainement déjà vu. Et on retourne la tête. Moi, je la montre à l'élève, je l'explique ensuite sur moi, et ensuite l'élève doit faire. Et il se dit, waouh, je vais faire ça, c'est super. Et ensuite, il se rend compte que, bah non. Hein, il faut quand même pas mal d'années pour pouvoir arriver à faire tous ces mouvements. Et les premières années, on va insister sur le travail des jambes, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on a déjà, alors vous ne voyez peut-être pas, mais quand j'ai sauté, mes pieds sont parallèles et il y a une position des pieds. C'est-à-dire que ce que je vous remontre la posture, ça c'est la posture. Est-ce que maintenant je fais la même chose ? Je caricature, mais à peine. Non. Nous ne demandons pas à un élève de faire tout de suite Utthita Trikonasana parfaitement. D'ailleurs, la perfection, ça n'existe pas. Mais nous l'aidons
en fonction de ses possibilités physiques, à la faire. Donc, parce que vous pensez toujours, ah là, pour faire du yoga Iyengar, il faut être très souple, il faut être très jeune. C'est faux. C'est fait pour tout le monde. D'ailleurs, à propos de la souplesse et de la raideur, quelqu'un qui est raide va avoir vite mal et ne va pas pousser son corps parce qu'il a mal. Ça va mettre en colère, mais au moins il va s'arrêter. Quelqu'un qui est très souple, voire hyperlaxe, il risque de s'abîmer parce que lui, il n'a aucune limite dans son corps. Et c'est beaucoup plus difficile de corriger un laxe ou quelqu'un de laxe, voire hyperlaxe, que de pousser, de faire avancer, progresser quelqu'un qui est raide. Alors, donc l'élève va sauter et je vais lui expliquer comment déjà placer les pieds. Et puis, je vais surtout dire, donc on tend les jambes, on monte les rotules, les cuisses tournées vers l'extérieur. Hein, c'est pas comme ça, parce que voilà, c'est pas ça que j'ai montré. Donc on reste de face. Je vais expliquer à l'élève les plans, c'est-à-dire ça c'est de face, ça c'est les côtés, ça c'est l'arrière. Et on va apprendre tout doucement à s'allonger. Alors au début, ce sera ça. Vous voyez? Donc au bout de quelques temps, je vais lui expliquer, une fois que j'aurai placé les jambes, qu'un corps s'étire, c'est merveilleux. On a ici des plis. Plis frontaux, plis externes, plis postérieurs. Et on travaille les extensions à partir de ces plis. Si je fais ça, je descends à partir de la taille. Vous voyez ici, hein? Donc, l'élève va tout doucement apprendre à creuser ici, à rentrer pour allonger la colonne à partir du pli ici. D'accord? Vous voyez la différence ou pas? Oui. Le pied arrière est toujours tourné vers l'intérieur. Voilà, et on aligne le talon avec l'arc interne du pied. C'est très strict. Voilà, et il faut, parce que si je suis comme ça, mon bassin ne va pas être... Ça se fait pour des questions thérapeutiques, mais si vous voulez là, le bassin ne va pas travailler de la même manière. Il y a des... Normalement, dans un cours débutant, pendant une année, et ça vous en avez entendu parler, c'est-à-dire que le yoga Iyengar, Monsieur Iyengar, a eu le génie d'imaginer des supports pour aider les gens à pratiquer. C'est pour ça que tout le monde peut le pratiquer. Donc j'ai amené mon tapis, mes briques, mes sangles, mes couvertures. Mais il y a beaucoup plus de choses encore. Hein. Bon, on a des chaises aussi. Les chaises, vous en avez chez vous. Donc parfois, alors les premières années, on ne pratique pas trop avec les supports, un peu pour la posture sur les épaules, mais on n'insiste pas trop. On fait en sorte que vous dépatouillez un peu. Mais parfois, il y a des cours où je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais leur apprendre l'étirement des flancs. Donc, je prends une chaise. Et au lieu de voir un élève comme ça, je vais leur dire, allongez-vous et posez la main là. Vous voyez, et du coup, ce flanc, il a une chance de s'étirer un peu. Les supports, ça permet de prendre conscience des choses. Après, ils disent, ah ben oui, c'est vrai, là, je l'ai senti. Vous comprenez? Ceux qui se moquent du yoga Iyengar disent que nous sommes prop addicted. Nous sommes addicts au support. Hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de supports, on peut passer notre temps à pratiquer avec tout ça. C'est vrai, dans certains cas, il faut faire attention. Hein. On ne va pas toute sa vie faire Utthita Trikonasana comme ça. C'est pas possible. Hein, il faut quand même progresser dans les postures. Voilà, alors ça c'est pour la première posture. On va ensuite, la deuxième posture, dans tous les enchaînements. Les postures debout, c'est les gammes. Vraiment. Hein, pour le pianiste, vous savez ce que c'est. Pour le violoniste, moi personnellement, mes postures debout, c'est mes gammes. Elles guérissent. Parce qu'elles alignent. Quand vous avez une douleur quelque part, très souvent, c'est que, si c'est à l'épaule par exemple, c'est que les os ne sont pas correctement insérés dans les articulations, pour faire simple. Vous savez, M. Iyengar n'est pas médecin, il n'a pas fait d'études, nous ne le sommes pas non plus, mais il a développé sa façon très imagée de parler du corps. Et il a expérimenté sur lui-même tout ce qui peut lui arriver. Il a été malade et il a cherché des solutions.
par le yoga. Donc en fait, il utilise des termes un peu métaphoriques, les boules de pied, les soleils, les lunes, etc. Hein, mais qu'on intègre dans le cours tout doucement en expliquant. Les pieds des zen, etc. Et j'en étais où? Je ne sais plus. Oui, la deuxième posture, c'est ça. C'est-à-dire que les postures debout, quand vous alignez correctement, si vous avez une douleur et que vous apprenez à aligner correctement le corps, la douleur disparaît. Hein, c'est-à-dire que si vous avez mal ici, ce qui peut se passer, c'est que le fémur, il n'est pas inséré correctement dans le cotyle, donc ça coince. Donc il faut apprendre à le remettre à l'intérieur. Là aussi, les capsulites, par exemple, hein, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'articulation de l'épaule, comment on peut créer de l'espace à l'intérieur. Attendez, prenez le micro, oui. sinon on ne pourra pas dialoguer. Et le fait d'avoir le fait d'avoir la capsulite qui est sortie, par exemple, de l'os, c'est parce qu'on a fait un faux geste. J'ai eu un accident avec la clavicule cassée. Donc, est-ce que ça fait un problème? Il faut le remettre en place ou pas? Voilà, mais vous avez encore la capsulite maintenant? De temps en temps, des douleurs qui oui. reviennent à l'épaule, oui. ça tire. Oui, alors, c'est la clavicule cassée? Bienvenue au club, parce que j'ai eu une clavicule cassée il y a 2 ans aussi. Il faut tout remettre en ordre, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup étirer l'acromion, hein, la fin de la clavicule, il faut beaucoup l'allonger, même si on a une bosse, j'ai eu une bosse aussi, mais il faut beaucoup l'allonger. Il faut vraiment étirer la pointe ici de l'épaule loin, créer de l'espace. On dit souvent créer de l'espace, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais on fait en sorte que l'articulation ne soit pas engoncée. Donc, par exemple, pour des cas de capsulite, je mets la personne sur le dos, je mets des poids ici pour détendre l'épaule et pour créer de l'espace à l'intérieur. Hein, après, on peut prendre des sangles. Vous avez une sangle après la clavicule, quand vous êtes cassé la clavicule. Voilà, moi aussi, j'avais la sangle. Et ben, c'est très... Oui, mais surtout, plus on avance en âge, plus c'est long, parce qu'un enfant de 5 ans, il se récupère vite. Donc, on met des sangles, on appelle ça nos shoulder jacket, on la met dans les postures, mais on la met aussi pour la clavicule. Hein, donc, bon, je ne peux pas rentrer dans ce cas précis, mais voilà. Et en fait, je reviens en posture debout, c'est-à-dire que moi aussi, après, quelques temps après, quand j'ai pu ça aller mieux, j'ai fait les postures debout, comme ça. Je faisais mes postures debout. Au moins pour donner de nouveau vie à mes jambes, donner de la vie dans ma colonne. Je faisais des choses très très simples, des choses comme ça. Vous voyez ? Par exemple, simplement le bras, tourner le bras comme ça permet d'ouvrir l'épaule, ça se voit normalement manger. Si je suis comme ça, l'épaule est moins ouverte. Si je fais comme ça, l'épaule est plus ouverte. Donc je pratiquais comme ça. La deuxième posture dans la série des gammes, c'est donc Utthita Parja Konasana, c'est ça. On dit toujours le nom en sanskrit dans les cours. L'élève ne va pas tout de suite pouvoir faire ça. Donc on va passer par une posture qui est normalement la 3e ou la 4e, qui est Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Donc on va déjà juste faire ça. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à plier la jambe. Et tout de suite, en fait, même dans un cours débutant, il y a la notion de thérapeutique qui arrive. Parce que, regardez, donc là je plie ma jambe. Voilà, là, j'ai plié la jambe. Regardez, hein, pas mon visage, voilà, comme ça. Hein. Maintenant, l'élève débutant, donc il saute, il tourne et il plie sa jambe. C'est ça que j'ai fait? J'ai fait ça? Quelle est la différence? On va jouer au jeu des différences. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis maintenant, si je fais ça. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, mon écart de jambe n'est pas grand, n'est pas assez grand. Donc on va rapidement aussi expliquer que quand on fait les postures debout, l'écart des pieds doit être important. Et le thérapeutique intervient là parce que si je fais ma posture comme ça, je vais m'abîmer le genou. Déjà là, je le sens, c'est pas bon. Il faut que le genou soit à l'aplomb du coup de pied. Donc ils apprennent vite, hein. Et là, on a l'angle droit. Très important dans les postures, l'angle droit. Donc mon genou à l'aplomb, l'angle droit. Alors évidemment, ça travaille les muscles des cuisses.
Et ça, évidemment, c'est pas toujours agréable. Mais la santé du genou, la santé de la colonne dépend de ça. Donc en fait, quand vous allez au cours, le lendemain, si vous avez des courbatures, moi je suis très contente. Si vous avez mal dans le genou ou dans le bas du dos, là il y a un problème. Donc je demande aux élèves de me dire, le cours suivant, s'ils ont une douleur. On peut avoir mal dans les postures. Souvent, ce sont de bonnes douleurs. Douleurs musculaires, douleurs articulaires, si on travaille un peu plus intensément le bassin ou les épaules, mais ce sont des douleurs qui ne durent pas. Par contre, si vous avez très mal au genou après le cours, là, il faut venir me voir, et puis je regarde un peu ce qui se passe. Il arrive aussi que vous découvriez pendant les séances un problème. En fait, c'est un problème latent, mais qui va surgir au moment de la pratique du yoga. Soit il y a eu un accident, vous êtes foulé une cheville il y a 6 ans, et puis d'un coup, tiens, ça fait mal. Soit c'est quelque chose qui est là, mais vous ne vous en rendez pas compte. En fait, on vient en cours avec ce que nous sommes, le corps qu'on a, eu à la naissance, on va dire, et qui a évolué au fur et à mesure de la vie. Et pendant le cours de yoga, on va chercher à corriger un peu ce corps, tout en sachant que nous sommes tous asymétriques et de toute façon, notre corps est asymétrique. Mais on va chercher à donner de la symétrie dans un corps qui est asymétrique. Les postures debout sont difficiles et on les fait tenir assez longtemps. Parce qu'on travaille beaucoup aussi la résistance. Monsieur Iyengar appelle ça the mind, nous on appelle ça le mental, c'est peut-être les sportifs aussi, j'ai un mental d'acier, etc. Il faut avoir la notion d'effort, tenir. Alors c'est sûr que une jeune fille qui est anorexique, un monsieur qui a 70 ans, je ne vais pas les faire tenir. Nous regardons la peau des élèves quand nous enseignons. Nous regardons sa respiration et nous savons dire stop. Parfois, les élèves qui sont très ambitieux et volontaires ne veulent pas s'arrêter. Donc, c'est à nous de dire stop. Là, on arrête. De la même manière que, par exemple, les femmes qui ont leurs règles doivent le dire avant parce que certaines postures, elles n'ont pas le droit de les faire. Alors là, j'ai montré des postures latérales, 3 postures latérales. Donc on apprend déjà la latéralité. Ensuite, on montre des postures qui sont où on tourne, mais où le bassin reste de face. On ne va pas descendre latéralement, mais on va garder le bassin de face. Par exemple, le guerrier numéro 1, où le bassin est de face. Et là aussi, comme ils ont appris le point de sécurité du genou dans notre posture, quand je leur dis point de sécurité du genou, ils l'ont puisqu'ils savent que le genou doit être au-delà du coup de pied. Donc on va faire celle-là par exemple, posture latérale. Une autre posture latérale, ça va être assez rapidement celle-là. C'est une préparation de posture. Donc on est latéral. Vous voyez cette posture-là? Il faut savoir tenir l'équilibre. Souvent, c'est assez difficile au départ. Plus on avance, plus on travaille les pieds dans les postures. C'est très important, les appuis. Mais je ne vais pas, dans un cours débutant, passer 1 heure à expliquer le travail des pieds. N'empêche qu'on va rapidement parler des orteils, des boules des pieds. Et on va expliquer qu'il faut allonger le pied, l'élargir, presser les boules des pieds et les talons. Et donc, très rapidement, on se rend compte que s'il n'y a pas de stabilité dans le gros orteil, dans la boule de pied, toute la posture n'est pas stable. Et on va faire parfois aussi, on fait ce qu'on appelle les postures en dynamique. C'est-à-dire que je ne vais pas leur dire de descendre comme ça, mais je vais leur dire de faire très vite. Bon, je ne le fais pas parce que j'ai le micro, mais ils descendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent. Pour débloquer quelque chose dans la tête.
on a souvent tendance à vouloir faire tout en maîtrisant tout. On veut tout maîtriser. Donc voilà, je maîtrise, je tombe pas, je maîtrise. Mais c'est bien aussi de dire, allez, on y va, tac, inspire, expire, remonte. Voyez? Pour lâcher un peu, pour créer de la fluidité dans le cerveau. Et ça, on le retrouve dans une posture. On a vu les postures latérales, les postures de face, et il y a les postures en torsion. Donc la première qu'on enseigne, c'est Parivrtta Trikonasana, c'est celle-là. Voyez? Ça ressemble au triangle du début. Vous vous rappelez ou pas? Hein, vous vous rappelez le triangle ou je le refais? Non, c'est bon? Et bien là, c'est triangle en torsion. Ok? Alors au début, faire ça. Alors on pose la main gauche de l'autre côté du pied droit. On est complètement son dessus-dessous. On ne sait plus le devant, derrière, avant. Hein? Donc, on ne passe pas par la technique, on passe par l'expérimentation. Vous tournez les pieds et puis hop, vous posez la main de l'autre côté et vous revenez. Un peu comme on ferait avec des enfants. Et rien que le fait de faire ça rapidement, ils y arrivent. Alors que si on explique là de manière très très particulière, étape par étape, ça va bloquer. Hein? Il ne faut pas trop réfléchir parfois aussi, il faut sentir. Évidemment, ensuite, je peux mettre... alors, je viens pour les briques. Je peux mettre une chaise là, je peux mettre une brique. D'accord? Une chaise, une brique. Peu importe, hein? D'accord? Je vais en fonction... mais pas tout de suite. Les premières fois, ça sera comme ça. Hop, on expérimente, on essaie, on joue un peu. Quand on voit qu'on a des élèves très 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 souples, hyper laxes, la jambe, moi je suis souple, mais je vais exagérer. Vous voyez, ma jambe, elle n'est pas droite, elle fait comme ça. Je tombe, vous voyez? Un peu. Mais il y a des personnes qui sont vraiment hyper laxes. Alors tout de suite, on leur explique, on leur met une brique comme ça, et on met la jambe comme ça. Vous voyez la jambe? Elle est différente. C'est-à-dire que la personne hyperlaxe, il faut qu'elle retienne. Parce que si une personne hyperlaxe, je la laisse faire dans sa souplesse et tout, elle va vraiment s'abîmer. Les articulations, elles doivent être ouvertes, souples, mais elles doivent aussi être fixées. On appelle ça fixé, c'est-à-dire il faut quand même avoir des tendons, tout ça, il faut que ça soit bien, bien solide. Donc très rapidement, on met une brique comme ça, et l'élève tout de suite le fait. Y compris pour les pieds. S'il y a eu des problèmes de cheville, ou s'il y a des pieds plats. J'ai eu une fois un étudiant qui avait vraiment un problème. Ses parents n'avaient jamais rien fait, j'ai pas compris. Alors on met des cales, des petits triangles en bois, sous les plantes de pied. Pour que la vie revienne là-dedans. Hein? Donc, le but ici, c'est pas d'expliquer tout le volant thérapeutique du yoga Iyengar, mais il est implicite, il est là tout de suite. Hein, parce que nous sommes formés pour voir chez les élèves, en fait, la sécurité de l'élève, c'est ce qui est le plus important pour nous. Une posture correcte, précise, alignée, faite avec intensité, mais toujours avec la sécurité. D'accord? Alors, après les torsions, donc il y a plusieurs torsions, il y en a une qui est celle-là, est-ce que je vais pouvoir la faire? Ouais. Voilà, comme ça, c'est Parivrtta Trikonasana, d'accord? Qu'on fait plutôt la deuxième année. Et ensuite, il y a des postures d'équilibre. Donc la première année, on fait par exemple la demi-lune. Et là, pour certaines personnes, c'est vraiment une révélation. Tout d'un coup, une élève m'a déjà dit une fois qu'elle avait l'impression d'être sur une tour à Manhattan. Mais c'est la sensation qu'elle a eue. Hein. Donc on est dans celle-là que tout le monde connaît, Utthita Trikonasana. Ensuite, on plie, on avance comme ça et on monte. Hein? Voilà, il y a tout qui monte et qui se dit, voilà, c'est une demi-lune. D'accord? Et ensuite le regard. C'est-à-dire, je tourne la tête. Ça, c'est très important. Le regard. Quand vous faites au début cette posture, tout de suite, vous remettez les yeux là, vous voulez être sûr d'avoir posé la main. Ensuite, vous restez comme ça. Et comme ça, vous avez l'impression de tout maîtriser. Voyez?
j'empêche les élèves de regarder sur le sol. À la rigueur, comme ça. On apprend aux élèves que la pratique du yoga, c'est d'aller du connu vers l'inconnu. Je leur dis, pas la peine de regarder par terre, de toute façon par terre c'est par terre. Hein, on y est là, pas la peine de voir. Hein. La main, tout est propre, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous me regardez moi, hein, on reste comme ça. Et ensuite on lève. D'accord? On va du connu vers l'inconnu. Il faut du courage pour pratiquer le yoga Iyengar, on va dire. Parce que justement, de la volonté, du courage, de l'engagement, des choses comme ça. Alors, on a fait l'équilibre, il y en a une autre. Donc, c'est Virabhadrasana 3. Donc, on est comme ça. Voilà. Qui est la posture du guerrier numéro 3, avec un bassin aligné. Qui est aussi une posture d'équilibre très intense. Très costaud. Oui. Heureusement qu'il y a des supports pour certains élèves pour ce genre de posture. Oui, elle est difficile. Il faut beaucoup de volonté et elle donne beaucoup d'énergie. Et alors justement, au début, je la fais faire. C'est la fin de la première année. Donc là, je vous ai montré les postures de première année, d'accord? Et pour celle-là, je vous laisse bricoler. Et comme ça. Voilà. Très bien. Très bien. Ensuite, en fonction de mon humeur, non mais j'exagère, je vais expliquer, tiens, alors hop, le support, ça va être évidemment ma chaise, et on va montrer un peu, parce que le bassin doit être aligné, qu'on va partir comme ça, et qu'on va lever une jambe comme ça. D'accord? On va s'étirer comme ça. Hein? C'est plus simple, madame, mais c'est plus intense. Parce que quand on prend un support, on ne peut pas tricher. Quand je dis faites la posture de Tadasana contre le mur, ils me disent oh mince alors. Parce que si vous avez un dos très voûté, vous êtes contre le mur, vous dites mince, ça coince là, j'arrive pas à mettre mes épaules contre le mur. Et après je dis levez les bras, ah bah c'est comme ça. Vous voyez, ça coince. Donc quand on prend les supports, on se rend compte que finalement la posture est très intense et très difficile. Ah bah c'est sûr que si vous prenez le support et vous êtes comme ça n'ira pas. Il faut quand même travailler. Donc voilà les postures debout qu'on fait dans un cours. Je regarde l'heure, ok. On fait environ 20 minutes, une demi-heure de posture debout. Ensuite les postures au sol, très simples, où on s'étire, où on plie les jambes, très très simple. Au Vajrasana qui est très important. Vajrasana, on ne va pas le faire comme ça chez nous, jamais, jamais. On prend des supports. On prend une sangle qu'on met autour des chevilles pour garder les chevilles serrées. C'est très important que les chevilles soient vraiment rapprochées. Pas comme ça. Là, vous défendez le pied. Donc, on met la sangle autour des chevilles. Et puis, surtout, même au Iyengar, on met une couverture dans le creux du genou. Les gens qui ont des accidents graves de genoux ne devraient pas se faire opérer. C'est ce que nous disons. Il faut faire de la bonne rééducation. Des exemples, j'en ai beaucoup, parmi les pratiquants de yoga, les professeurs de yoga Iyengar, qui ont eu des accidents graves de genoux et qui sont rééduqués par le yoga. Rassurez-vous, hein, nous ne faisons pas des miracles, hein, d'accord? Mais c'est un travail très précis. Et cette couverture, elle va être là, dans le creux du genou. Si vous avez un accident grave, vous pouvez avoir 5 couvertures et vous serez comme ça. La couverture, elle va détendre l'intérieur du genou. Et du coup, à l'intérieur, vraiment à l'intérieur, ça va se détendre grâce à la couverture. Hein, il faut que les articulations soient ouvertes, fixées, bien alignées, mais ouvertes, détendues. Donc on met toujours 1 ou 2 ou 3 en fonction des cas, couverture dans le creux du genou, dans cette posture. Et
La détente du creux de genou détend le cerveau. Mais ça, il faut l'expérimenter. Hein? Un ventre tendu, c'est un cerveau tendu. Mais ça, c'est des choses qu'on expérimente au fur et à mesure de la pratique. Moi, je dis simplement, parce que cette posture, dès qu'on a fait après les postures debout, on sent que tout se relâche, tout se détend, le regard, etc., tout devient plus calme. C'est aussi lié au fait qu'on ouvre l'arrière du genou. Donc ça, les élèves peuvent, en fonction de leur sensibilité, l'expérimenter au fur et à mesure. On travaille aussi les bateaux. Je vais enlever mon truc là. Donc, et c'est assez important parce qu'on va travailler les organes abdominaux et les muscles du dos. Donc, tous les bateaux, c'est des choses comme ça. 90, 60, 30. Et on déteste son enseignant parce que son enseignant reste longtemps à 30. Et on remonte à 60, etc. Que, évidemment, ne font pas les femmes indisposées. Que ne font pas les personnes qui ont mal au bas du dos. Donc il y a un contrat moral tacite entre l'enseignant et l'élève. Nous, on fait signer un papier comme quoi l'élève il nous explique s'il a des problèmes de santé, s'il prend des médicaments. Il faut le lire. Moi, je ne peux pas savoir. Les règles aussi, hein. On ne va pas s'abîmer. D'accord? Alors, ce sont des postures qui massent beaucoup la sphère digestive, mais qui renforcent énormément les muscles du dos. Et il faut avoir un dos en bonne santé, en fait, pour affronter tout ce qui nous arrive dans nos vies. Hein. Voilà, et maintenant j'arrive à la fin, mais au bout de... Pas à la fin, au milieu d'année, à partir du mois de février, si vous avez commencé en septembre, on vous enseigne la posture sur les épaules, la chandelle, qui est appelée Salamba Samangasana. C'est-à-dire que pendant les 6 mois qui précèdent, le corps a été entraîné. Par exemple, les bateaux que je viens de vous montrer, ils sont très importants pour apprendre à faire Salamba Savangasana. Ils travaillent sur les plis des aines, ils travaillent la musculature du dos, etc. Si vous allez dans un cours de yoga, de Hatha Yoga, et que l'on vous demande de faire la chandelle, et que l'on ne vous met pas de couverture, je vous en conjure, partez. Parce que faire la posture sur les épaules sans couverture, c'est dangereux. Pour, à votre avis, la nuque. Je vais vous montrer simplement sur moi. Hein. Je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Tous les pratiquants de yoga Iyengar, quel que soit leur niveau, surtout monsieur Iyengar lui-même, pratique la posture sur les épaules avec couverture. Parmi les pratiquants de Ashtanga Yoga, quand ils se réunissent, ils se racontent tous les problèmes, toutes les douleurs qu'ils ont dans la nuque, dans le haut des épaules, à force de pratiquer sans couverture. Tu voulais dire quelque chose sur Savangasana? Non, seulement si tu peux enlever ton micro, moi je peux te faire tu peux parler, je te tends mon micro. Comme ça, ça te permet de montrer. Ah oui, d'accord, ouais. Donc franchement, je veux dire, que vous pratiquiez le yoga, c'est très bien. Hein, je veux dire, moi très bien. Mais la posture sur les épaules, je pense qu'il faut vraiment vous soyez... Ah, c'est à l'intérieur. C'est dedans. Bon, tant pis. Non, je garde. Regarde, c'est plus simple. Parce que je peux la faire avec... C'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. Donc c'est la seule chose que je vais dire. Ouais, les gens qui me disent je pratique un autre yoga, très bien. Pas de problème. Mais franchement, ou alors vous exigez couverture à votre enseignant. Je vous montre, hein, je peux la faire comme ça. Si je prends pas de couverture, regardez ce que ça donne. Et je suis entraînée. Bon, là j'ai le micro, mais enfin bon. Ce n'est pas une bonne posture. Pas du tout. Ma poitrine était fermée, mes épaules, je vais vous montrer avec les couvertures. Ceux qui se moquent du yoga Iyengar disent oui, ces gens-là, ils prennent toujours des supports, et puis avec leur couverture, qu'est-ce qu'ils sont pénibles? C'est vrai. Nous sommes très pénibles sur l'alignement des couvertures. C'est presque un examen. Hein.
Pardon? Alors attention, il y a un principe, ça c'est pour le thérapeutique. L'os va sur du bois, la chair va sur du couverture. Hein? En thérapeutique, on travaille beaucoup avec le bois. Le bois, c'est important, il faut que ça soit dur. Hein? Donc, vous voyez, je vais, rien que la couverture sous le genou déjà, je vais expliquer comment la mettre. J'explique assez rapidement, d'ailleurs le premier jour, hein, aux élèves que ça, c'est le bord arrondi de la couverture, vous voyez tous. Hein? Et ça, c'est le bord non arrondi. Le bord arrondi est toujours en contact avec le corps. Quand je mets ma couverture, c'est ça qui va dans les genoux. Hein? Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut placer les couvertures. C'est-à-dire que les gens, ils placent comme ça. Et après, il faut la posture. Voilà, on est très strict sur le pliage, le placement. Quand on passe les examens, vraiment, ça doit être nickel. Donc, il faudrait vraiment, il faut prendre chaque couverture, bien la positionner. Il ne faut pas qu'il y ait de... En fait, très rapidement, les élèves, quand ils sont vraiment... Quand ils viennent régulièrement à un cours de yoga Iyengar, c'est des princesses au petit pois. Et c'est bien, de sentir, ah tiens, là il y avait, etc., c'était pas aligné. Voilà, là c'est des couvertures qui sont bien, il n'y a pas de bosse, et encore j'aurais pu, mais là je suis prise par le temps, enfin bon, voilà, on va faire comme ça. On prend ça, et une sangle. Mais on n'enseigne pas la posture tout de suite comme ça. On l'enseigne étape par étape. La première étape, déjà placer la couverture, et moi je passe et je regarde chaque couverture. Ensuite, j'explique aux élèves qu'ils doivent poser leurs épaules, comme ça, pas comme ça, donc au bord. Ensuite, la première cours, ils vont juste apprendre à soulever les jambes comme ça. Et c'est pas facile, hein. Deuxième étape, le cours suivant, les gens posent les pieds. Alors certaines personnes ne peuvent pas poser les pieds. Je leur mets une chaise, ok? Ensuite, étape suivante, les épaules. Vous voyez, mes épaules, elles sont vers là. Donc, regardez cette épaule, je vais la dégager. Vous avez vu ou pas? Je dégage l'autre épaule. Donc là, je suis sur mes épaules. Et ma nuque, vous voyez, ma nuque, elle n'est pas sur le sol. Vous voyez, elle est dégagée là. Tout le monde voit? Et comme ça, ma nuque est protégée, j'ai aucun problème. Donc, on apprend à dégager les épaules, à placer les mains et à monter. Et c'est une autre posture. J'espère que je vous ai convaincu que vous ne devez pas pratiquer Sarvangasana sans couverture. Jamais. Plutôt, je vais donner un message positif. Pratiquez beaucoup Sarvangasana avec couverture. Avant d'aborder ça, je m'assure que les élèves n'ont pas certains problèmes. Hypertension, cardiaque, acouphène, glaucome, règles, nuque. Laquelle? Non, moi je sais gérer après un problème d'acouphène ou de glaucome, mais ça relève du thérapeutique. Donc l'élève, je vais lui faire des exercices, et ensuite à un moment, quand j'aurai le temps, je la prendrai à part, et j'ajusterai sa tête. On peut faire avec un glaucome, mais pas si l'enseignant ne sait pas. L'enseignant doit savoir quoi faire. Et moi, si je ne sais pas, je ne fais pas en tant qu'enseignante. Je demande à mon professeur. Conseil. Jamais, jamais je me lance comme ça. Je ne suis pas... il faut faire attention. Alors, cette posture, pourquoi elle est importante? C'est la première posture inversée. Donc, vous avez vu, les pieds sont en haut, la tête en bas. Elle masse la thyroïde. À l'arrière, là. Et donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle pour la santé. Et les mamans qui travaillent, qui ont beaucoup d'enfants, je leur dis, faites beaucoup, beaucoup, beaucoup Salamba Sarvangasana, parce que ça va calmer le système nerveux. Ça favorise aussi une meilleure digestion. C'est une posture majeure dans le yoga, la posture sur les épaules.
Donc, en fonction des cas que j'ai, je vais peut-être pouvoir adapter un peu. Mais au départ, on fait ça. Et certaines personnes, au bout de 6 mois, ne seront pas prêtes. Eh bien, c'est pas grave. Elles continuent à pratiquer le reste. Elles font autre chose pendant ce temps, ces personnes. Et un jour, elles y arriveront. Alors, elle existe avec chaise, elle existe plein de manières. Mais on apprend toujours la posture orthodoxe au départ aux élèves. D'accord? Après, alors la sangle, elle se place autour des coudes, parce que dans la posture, les coudes ont tendance à partir sur les côtés. Donc la sangle permet de garder les coudes proches, alignés avec les épaules. Hein? Mais on ne fait pas ça tout de suite. Très franchement, ce n'est pas toujours agréable, je reste là à cause du micro, de se trouver sanglé. Franchement, qui a envie d'être sanglé? C'est pas forcément agréable. Donc, on fait attention, on y va prudemment. On ne va pas agresser les gens en leur mettant des sangles partout, etc. Vous voyez? On les accompagne. Et le cours se termine par Shavasana. Question? Non? Par Shavasana, qui est la relaxation profonde. C'est-à-dire l'élève sera allongé sur le sol et je vais l'amener à se détendre. C'est la posture la plus difficile. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites « j'ai besoin d'un cours de yoga ». Je suis énervé, je suis stressé, etc. Le stress, il vient du fait que nous n'arrêtons pas de penser. Dans la tête, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Patanjali, donc le texte fondateur du yoga, il dit Yoga Chitta Vritti Nirodha, ça veut dire le yoga est la cessation des fluctuations du mental. Quand pendant 1h15, moi je vous dis quoi faire, où porter votre intention, le gros orteil, le bras, la jambe, etc., vous en avez plein la tête, et bien à la fin, vous avez arrêté de penser. Les courses, le chef, les enfants, tout ça c'est parti. Parce que pendant 1h20, je vous ai forcé à porter votre attention sur votre corps. Et on conclut par la relaxation. Au départ, c'est juste une relaxation musculaire, une détente profonde. Certains élèves n'arrivent pas à rentrer, n'arrivent pas à se détendre. Ben, c'est comme ça. Un jour, ils y arriveront. D'autres, au contraire, se dorment tout de suite. C'est pas grave, c'est comme ça. Je ne vais pas les réveiller non plus. Hein. Ils ont besoin de dormir, ils sont fatigués. Et il faut savoir s'allonger dans la posture allongée. Hein. Souvent, je me fâche un peu parce que les élèves, ils se balancent sur le sol avec la couverture n'importe comment, comme s'ils se jetaient sur leur canapé ou sur leur lit. Je leur explique, non. Dans un des livres de M. Iyengar, il consacre, il y a une douzaine de photos rien consacrées à l'installation en Shavasana. Parce que si vous êtes installé comme ça, votre cerveau, il va être comment? Vos poumons, ils vont être comment? Le cerveau est de travers, les poumons sont de travers, le cœur est fermé. Si vous êtes comme ça, il n'y a aucune ouverture de la cage thoracique. Hein? Tout est lié. Mais ça, évidemment, quand on commence le yoga Iyengar, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut là? Je suis allongée sur le dos, c'est bon. Mais non. Shavasana, on ne le fait pas avec les enfants. On ne le fait pas avec les ados. On commence vers... c'est les adultes qui ont besoin de se détendre, pas les enfants, eux, ils n'aiment pas. Hein. Donc, voilà, on commence par... et la relaxation de Shavasana, c'est un début de méditation. Et finalement, le yoga Iyengar, c'est ce qu'il appelle, lui, de la méditation en action. Quand je suis dans ma posture, et que je suis dans tous les points que je travaille, partout, je médite. J'attrape le corps, et en attrapant le corps, en le plaçant, en l'alignant, je rentre dans un état méditatif. Hein, c'est vraiment ça, ce sont les mots de Guruji, hein, de M. Iyengar. Le yoga, c'est la méditation en action. Et il dit aussi, les postures sont mes prières. Hein, le yoga n'a rien à voir avec la religion, c'est une pratique, c'est un art millénaire,
Il a un côté très artisanal, mais c'est une façon d'entrer en soi en commençant par ce qui est palpable. D'accord? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé, peut-être que cette personne est là, pour me demander si on enseignait une spiritualité ou si on avait une école. J'ai dit à la dame que si on dormait bien, si on digère bien, si on respire bien, on a peut-être de meilleures relations avec son prochain. Et que finalement, on pouvait peut-être commencer par là. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Si vous dormez mal, vous avez tout le temps mal au ventre, vous êtes irrité, irritable. Et donc, ça nuit aux relations avec les autres. Si tout fonctionne bien, ben vous pouvez être aimable. Et on peut commencer peut-être par là. Voilà, maintenant je vais vous montrer une posture qui est importante aussi, mais qu'on n'apprend aux élèves que au bout de la 2e année, après en avoir fait quelques-unes avant. Notamment celle-là. Alors la posture, en fait la dernière posture que je vais vous montrer parce qu'elle est belle et parce que ça fait partie du yoga, c'est la posture sur la tête. Pour arriver à faire la posture sur la tête, on commence la première posture par enseigner Prasarita Padottanasana. Je vais l'enseigner, je vais le montrer comme ça. Vous comprendrez mieux. Parce que du coup, on apprend à la personne à poser sa tête correctement. Prasarita Padottanasana. Voilà. Donc la tête est bien posée comme ça. Le sommet de la tête est posé. Ça, c'est Prasarita Padottanasana. C'est vraiment la première posture qu'on fait dans une première année et qui va préparer la posture sur la tête. Donc on apprend à l'élève à poser sa tête, non pas sur le front ou des choses bizarres, mais le sommet de la tête au sol. Et on lui apprend aussi à rester comme ça la tête en bas, avec le regard qui va vers le sol, à être calme. D'accord? Ensuite, pendant la 2e année, on va apprendre la posture dite du chien, Adho Mukha Svanasana. Comme ça. Que vous avez déjà vu aussi. Ça, c'est la posture du chien. Et là, je ne suis pas comme ça, mais je m'étire vers le haut. C'est-à-dire vers là. Je ne suis pas coincée comme ça. Je m'étire. D'accord? Vous voyez l'étirement? Ok. Et ensuite, au fur et à mesure, quand la personne est prête, 2e année, on attaque la posture sur la tête. Là aussi, précaution. Pas de glaucome, pas d'acouphène, pas d'hypertension, pas de problème cardiaque, pas de règles, pas de problème de nuque. Mais quand il y a des problèmes de nuque, on peut faire la posture sur la tête. Alors, par exemple, on suspend l'élève à des cordes. C'est très agréable. Les femmes enceintes, non expérimentées, elles se suspendent la tête en bas. Elles adorent. C'est sûr que si vous faites une posture avec la peur au ventre, vous risquez fort de vous faire mal. C'est à l'enseignant de mettre l'élève en confiance. Je ne vais pas forcer un élève à faire une posture sur la tête alors qu'il n'est pas prêt. D'accord? Donc, je vous montre. On peut rester... Alors, la première chose que me disent les élèves, quand je suis sur la tête, et surtout les ados, ou 20 ans, ils me disent « Ah, mais j'ai le sang qui va dans la tête. » Alors, je leur dis, là, debout, là, mon sang, il ne va pas dans mes pieds. Il circule. Là, quand je suis sur la tête, mon sang, il ne va pas rester dans la tête, hein, il va continuer, hein, d'accord? C'est simplement une sensation au départ. Cette posture, alors, je vous ai montré la posture sur les épaules. Vous avez vu qu'il faut ramener les pieds vers l'arrière et monter. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du regard. Avec le regard, avec les organes des sens, on veut maîtriser la vie. On veut voir ce qui se passe, on veut entendre. C'est normal, c'est normal. Hein, c'est un réflexe. Mais avec le yoga, on apprend aussi à lâcher un peu, à avoir confiance, à aller vers l'inconnu. Quand je ramène mes pieds derrière, ben, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, j'empêche les élèves de regarder ce qu'il y a derrière parce que sinon, ils tournent la nuque. Donc, ils placent les pieds derrière, et puis là où c'est inconnu, mais bon, il y a le sol. Vous voyez?
Donc on apprend avec les équilibres, avec la posture sur les épaules déjà, à aller vers l'inconnu et à avoir confiance. Alors c'est sûr que la posture sur la tête, elle est évidemment elle va encore plus dans ce sens-là, du connu vers l'inconnu. Hein, parce que là, on a juste la tête et les bras posés. Donc je vous la montre. Alors, est-ce que je peux mettre ça derrière? Comme ça, oui. Vous voyez, je vais monter, je vais voir ce que ça donne. Ah ouais, ça marche. Donc voilà. Même avec le micro, je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro. Peut-être que je le positionne mieux, voilà, comme ça. Donc je monte. Voilà. Posture sur la tête. Et puis là, on peut rester très très longtemps. Hein. Et ensuite, au fur et à mesure, on apprend à faire des choses, des torsions. Donc pour un côté, je monte qu'un côté. Hein. On apprend, donc ça c'est le deuxième côté. On apprend à faire une autre torsion. J'espère qu'il n'y a pas de flot de fleurs derrière. Il me semble que non. Donc une autre torsion qui est celle-là. Voilà. De l'autre côté, évidemment. Ça, c'est les torsions. Ensuite, on apprend les étirements de jambes. Une jambe vers l'avant. Ensuite, étirement de jambes. Une jambe vers l'arrière, vers le côté. Voilà. Ensuite, on apprend le lotus, dont je ne vais pas parler. Mais on apprend au départ assis au sol. Donc, on peut le faire là. On peut le faire dans les postures sur les épaules aussi. Et etc. Donc, j'ai fait un côté. Donc, je fais l'autre côté. Parce qu'on a deux jambes. On peut aussi ramener les jambes à l'avant. Comme ça. Bref, on ne s'ennuie pas, hein, dans la posture sur la tête. On peut faire ça. On peut faire ça. Bon, il y a plein de choses à faire. Voilà, pour la posture sur la tête. La posture du lotus, c'est une posture mythique aussi, donc la tête, le lotus, donc vous savez tout ce que c'est. Hein. Là aussi, deuxième précaution, vous allez où vous voulez pour faire du yoga, c'est pas mon problème, mais fuyez très vite. Si votre enseignant vous dit, voilà, vous prenez votre pied, vous le mettez là, vous prenez votre pied, vous le mettez là, vous fuyez. Beaucoup de personnes s'abîment gravement les genoux en voulant faire cette posture. C'est vraiment dangereux. Parce que c'est une posture qui vient du bassin. Si le bassin n'est pas prêt, vous ne pouvez pas placer votre pied comme ça. D'accord? C'est une posture qui vient quand on a fait beaucoup de postures debout. Donc, je vous ai montré essentiellement les postures debout, les dos inversés. Il existe évidemment des familles de postures, je reviens au système, à ce que je disais au début. Il y a beaucoup de systèmes à l'intérieur, des choses qui sont construites. On commence toujours par Utthita Trikonasana, le triangle, on ne commence pas par autre chose. On a les postures assises, on a les postures avant, et on commence toujours par une posture avant, suivie d'une autre. Donc les postures avant, c'est par exemple Janu Sirsasana, la première posture avant, c'est celle-là. D'accord? On va vers l'avant. Tout à l'heure, je vous parlais des plis. Je vous ai expliqué que dans cette posture, on allait à l'avant par rapport au pli. Vous vous rappelez? Utthita Trikonasana, je vous ai dit, il y a un pli là. Ok? Dans les postures avant, il faut partir des plis. Si vous allez vers l'avant, comme ça, et vous forcez, vous allez vous abîmer. Si vous allez vers l'avant à partir du pli, là, tout est libre. D'accord? Pour pouvoir aller vers l'avant à partir du pli, il faut que l'arrière des cuisses soit très très long, très étiré, et ça s'apprend avec les postures debout.
Donc en fait, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Si une personne n'est pas prête et que je la vois comme ça, je lui prends une sangle. De toute façon, les postures à l'avant, on les fait deuxième, troisième année, pas avant. Hein. Je lui mets une sangle, elle sera assise sur des couvertures, et je lui dirai, étire-toi comme ça. C'est une très bonne posture. C'est-à-dire que chaque élève peut atteindre un sentiment de correction. C'est-à-dire il a le sentiment de plénitude, il a le sentiment qu'il fait bien la posture. Hein, il ne s'agit pas de faire comme Moussa Engar. Si un élève assis sur des couvertures fait comme ça c'est une posture debout. Un élève qui n'est pas assis sur des couvertures, qui raide et qui fait comme ça, pour moi, il ne fait pas une posture. Vous comprenez? Ensuite, alors ça, les postures avant sont assez dangereuses parce que, si elles sont mal faites, parce que la colonne vertébrale n'est pas faite pour être pliée comme ça vers l'avant. Et je dis toujours dans mes cours, les gens qui jardinent, après ils ont mal là, parce qu'ils jardinent comme ça. Ils cassent là. Si jardiner comme ça, tout irait bien. Hein. Vaut mieux jardiner comme ça. D'accord? Les postures qu'on va faire avant les postures debout, ça va être plutôt les postures arrière. Donc tous les Shalabhasana, toutes ces choses-là, comme ça c'est la première. Tout simple. Hein? Etc. Qui sont beaucoup moins nocifs pour la colonne. Et qui donnent énormément d'énergie, les postures arrière, parce qu'elles ouvrent la poitrine. D'accord? Donc vous avez comme ça des familles de postures, debout indispensable, inversé indispensable à apprendre, et ensuite les avant, les arrières, les avant, et après les postures d'équilibre, ça devient très complexe, quoi. Hein. Mais pour arriver à faire des postures complexes, mais ce n'est pas le but du yoga Iyengar. Le but n'est pas de faire des postures complexes. Le but, c'est d'être bien avec soi et les autres, on va dire. Je m'énerve beaucoup quand mes élèves, dans cette posture que je vous ai montrée tout à l'heure, veulent absolument poser la tête au sol. Alors ils sont comme ça. Je m'énerve. C'est pas le but. Le but, c'est de bien étirer les jambes, bien étirer le buste, montrer la bonne direction. On ne cherche pas à faire toutes les postures. On cherche à faire du travail correct. Vous voyez? Voilà tout ce que j'avais à dire. Le temps passe. Ah oui, alors la dernière posture qui est excellente, que vous pouvez faire avec support. J'en ai parlé l'autre jour. C'est une posture à l'avant qui recharge énormément. C'est Paschimottanasana, qu'on peut faire aussi avec chaise, comme ça. On peut s'asseoir sur des couvertures, on prend une chaise, on met le front comme ça. Dès que le front est posé, le cerveau se détend. Les yeux se détendent, le cerveau se détend. Et ce qui est très important dans cette posture, par exemple, c'est vraiment à faire en cas d'hypertension. C'est vraiment le programme de l'hypertension. Les postures vers l'avant, supportées avec chaise, etc. Et ce que je disais l'autre jour dans mon cours, c'est que nous sommes toujours debout, notre cœur est toujours en tension. Et nous n'avons pas la vitalité des chats ou des chiens, parce que notre cœur n'est pas horizontal, parallèle par rapport au sol. En fait, si on marche à quatre pattes, on serait moins fatigué. Mais en fait, dans cette posture-là, le cœur, il regarde le sol et il est apaisé. Le front est posé et du coup, le cerveau est apaisé. Tout le monde peut expérimenter ces postures, mais en fonction de là où il est, au moment où il commence à pratiquer. Voilà. Quelle énergie, en même temps quelle sérénité. Applaudissez-la parce que c'était un cours parfait, je trouve. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que là vous avez vu un cours parfait. Je ne pense pas qu'on puisse avoir quelque chose de mieux. Nous on n'est pas comme elle. Donc on ne pourra pas faire ça. Mais si on le fait avec des supports, on est dans le yoga. Il y a des gens qui essayent de faire des postures parfaites
Et à un moment donné, c'est Valérie qui me l'avait dit, ils ne sont pas dans le yoga. Mais si vous êtes raide comme un lacet et que vous arrivez un tout petit peu à faire bouger le corps, vous y êtes peut-être, alors que les autres n'y sont pas. Et c'est ce que Valérie a essayé d'expliquer ce matin, et je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Parce que moi, ça m'a aussi réexpliqué des choses où je me rends compte que, bah voilà, on a encore beaucoup de progrès à faire, et il faut tout le temps le travailler, quoi. On pense que c'est acquis, puis c'est jamais acquis, en fait. Moi, profitez-en pour lui poser des questions, parce que vous l'aurez pas toujours comme ça. Il a raison, parce que moi, bon, je suis une bonne pratiquante de yoga Iyengar, hein, mais je vais voir mon prof. Parce que, sans me rendre compte, mon corps ou mon mental dévie. Vous savez, une des critiques qu'on peut faire au yoga Iyengar, quand on avance dans les postures, c'est d'augmenter l'ego. Je suis le seul à faire ça. Hein, et ça, il faut vraiment, vraiment se méfier. Ça augmente beaucoup l'ego. Si on travaille toujours cette énergie, etc. Hein, donc, il faut beaucoup s'observer. Et nous devons tous aller voir nos enseignants. Hein, nous pouvons travailler, évidemment, travaillons seuls, et moi, je vais régulièrement la voir, et elle me donne des « Ah tiens, là, il y a ce bassin qui se dévie, ah là, il y a ça, etc. » Vous voyez? Tiens, là, tu fais trop attention à ton sacrum, et tu as oublié ton... Elle me corrige, et j'y vais pour ça, et je la remercie. D'accord? Donc, on est tous des débutants, en fait. On doit tous retrouver les bases, et comme je vous disais, moi, je mesure mes bases, c'est mes postures debout, hein, que les débutants font aussi. D'accord? C'est l'arbre, c'est les pieds qui sont les racines dans la terre. Est-ce que vous voulez faire des remarques, peut-être, poser des questions comme ça? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce qu'il y a différents types de yoga? Non, le yoga veut dire union. Yoga, c'est union, c'est lien. Il n'y a pas de différents types de yoga. Il y a différentes façons, différentes techniques à l'intérieur du yoga. Voilà. Hein, vous pouvez avoir la technique, par exemple, Ashtanga, où c'est un flow continu et les postures ne sont pas corrigées. Vous pouvez avoir ces différentes pratiques et différents enseignements. Mais le yoga, c'est un. Monsieur Iyengar, il commence par le Hatha Yoga. Après, il y a Pranayama. Donc, Asana, c'est ce que je viens de vous montrer. Après, il y a Pranayama, c'est le travail du souffle. Mais, si vous avez une cage thoracique comme ça, comment voulez-vous que le souffle puisse faire quoi que ce soit si les poumons, ils ne sont pas vivants? J'ai des élèves qui pratiquent depuis 6 ans, ils arrivent à respirer jusqu'à là. Là, il n'y a encore rien. Comment voulez-vous commencer un travail de respiration, de travail vraiment sur le diaphragme et sur les poumons, si les poumons sont inexistants? C'est comme une plante que vous metteriez dans un placard dans le noir. Vous croyez qu'elle va pousser? Non. Donc, c'est avec les postures arrière, etc., la capacité à sentir finement les choses qu'on va pouvoir aborder les exercices de pranayama. Je commence à en faire en 3e année, tout doucement. Parce que si maintenant, vous tous, je vous dis allongez-vous sur le sol et puis commencez à respirer, vous allez penser à j'ai faim, j'ai soif, tiens, demain, il y a X, Y qui arrive. Je veux dire, vous n'allez pas du tout être là-dedans. Hein. Donc, on prépare le corps, et M. Iyengar insiste là-dessus. Il faut vraiment, dans son bouquin sur le pranayama, il y a 100 pages de mise en garde. On peut tomber malade physiquement et mentalement si on fait des exercices de respiration n'importe comment. Donc vraiment, attention. Hein. Et certains exercices ne sont plus enseignés du tout. Donc on peut vraiment créer des désordres. Hein. Donc il faut aussi que la colonne soit forte. Toutes ces postures, moi j'ai une colonne vertébrale forte, donc je peux rester assise. Alors lui, il a eu le génie d'inventer le pranayama allongé. Parce que certaines personnes très malades doivent pouvoir avoir accès au pranayama aussi. Hein? Donc, aux faibles. Donc on les allonge. On leur ouvre la cage thoracique avec des briques qu'on met sous la poitrine, etc. Mais moi, je ne vais pas allonger quelqu'un de dépressif. Hein? Les élèves qui font des dépressions, bon, même s'ils ne me le disent pas, je le vois, je ne leur fais même pas faire la relaxation. Parce que là, ils vont repartir sous terre. Donc le pranayama, c'est vraiment avec beaucoup de précautions. Donc en fonction des cas, etc., avec beaucoup de prudence. Avant de pratiquer le yoga, je me suis renseigné, parce qu'il n'y a pas différents yogas, mais il y a différentes manières de l'enseigner. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Voilà, et je me suis dit,
Voilà, laquelle je prends. J'ai appelé plusieurs amis qui en pratiquent, et après on m'a orienté vers cette méthode. Et aujourd'hui j'en suis content, parce que maintenant on parle beaucoup plus souvent du yoga dans notre société. Voilà, donc il y a encore plus de possibilités de le pratiquer. Donc il faut être encore plus vigilant sur où est-ce que je vais pour le faire. Et puis le problème aussi, c'est une maladie de nos civilisations, c'est-à-dire que quand on va dans un supermarché, on veut avoir 200 tablettes de chocolat différentes. Et donc, quand vous allez sur le marché du yoga, et maintenant il y a des salons yoga, vous voulez avoir 60 yogas différents. Et vous pouvez aller dans des écoles où vous avez un jour un peu de hatha, un peu de iyengar, un peu de ça. Bon, moi, je suis assez radicale, c'est-à-dire que si on vient, et on s'y tient. Et on laisse une chance au yoga iyengar de s'imprégner. Donc, on reste 1 an. Après, si ça va pas, ça va pas. Hein? Et on ne lâche pas le reste, mais on ne va pas comme ça butiner à droite à gauche, ça n'a aucun sens, d'après moi. Est-ce que dans un même... Attendez, prenez le micro. Vous avez différents niveaux. Est-ce que dans un même cours, vous avez différents niveaux, Oui, ou bien vous avez des cours différents? Oui, alors si vous faites un cours à la campagne, ça m'est arrivé, pendant des années, vous avez dans le même cours différents niveaux. Donc c'est à vous de faire de la pédagogie différenciée. Et ensuite, il peut arriver aussi, cette année j'ai un cours débutant avec des cas thérapeutiques, dont certains lourds. Donc j'adapte. Mais ils font tous le programme de base, hein, mais après je m'arrange. Et après, dans notre centre, nous avons niveau débutant, moyen, avancé. Et franchement, rester pendant plusieurs années dans un cours débutant, c'est très bien. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait, là on apprend les bases. Hein, c'est pas la peine de vouloir jouer une suite de bac si on n'a pas fait pendant des années d'abord des gammes. Donc, dans l'idéal, il faudrait quand même commencer en début d'année, c'est-à-dire septembre. Oui, alors là, oui, dans l'idéal, il faut commencer en début d'année. Quand les gens arrivent parfois en janvier, ce qu'on peut faire, c'est prendre la personne, lui donner un espèce de cours particulier pour lui expliquer les bases. Ça, on peut faire comme ça. Ou alors lui dire, écoutez, je vous donne des infos, je ne vous corrige pas trop, prenez ce que vous pouvez et rattrapez le train. Mais c'est vrai, parce que là, je commence à poser sur les épaules, ça y est, ils sont à la verticale. Quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais fait, bon, il va faire autre chose, hein. Est-ce qu'il va prendre peur en voyant les gens? Parce que vous voyez, aujourd'hui, je ne vous ai pas montré des postures très complexes. Et c'est exprès, parce que sinon, ça vous dégoûte. Vous voyez, c'est pas du contorsionnisme non plus, le yoga. Hein. Donc, c'est vrai qu'il est préférable de commencer en septembre avec les bonnes bases, comme ça on construit bien. Les gens qui viennent maintenant depuis le début de l'année au cours débutant, ils voient bien que quand une autre personne arrive, bah, elle n'est pas au courant. Et moi, souvent, je dis, vous vous rappelez, semaine dernière, on a fait ça. Et ben, par rapport à ça, on va construire, on va rajouter un point. Donc, ils savent. Et ceux qui débarquent, ils sont perdus. Donc, c'est un peu dommage, c'est frustrant. Est-ce que tu veux dire un mot aussi sur la pratique à la maison et sur les stages qui parfois se font sur plusieurs jours? Ah, oui. La pratique à la maison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au cours du yoga iyengar et puis après, ils sont enthousiastes. J'adore, je suis aussi quelqu'un d'enthousiaste. Mais il faut faire attention. Alors ils se disent, oui, je vais pratiquer 1 heure par jour à partir de demain. C'est comme si vous disiez, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer, j'arrête l'alcool, j'arrête le tabac, j'arrête tout. Ça ne va pas aller. Donc moi, je fais des petits programmes. Et ça se fait beaucoup, ça. Je donne aux gens des programmes. Parce qu'on a des sportifs, on a des gens qui sont malades, etc. Je leur fais un petit programme, je leur dis pratiquez ça. Mais moi, au cours débutant, je leur dis, tous les jours, devant la télé, Vajrasana, et puis on s'étire. Faites ça tous les jours. Avant la douche, tiens, hop, Utthita Trikonasana, devant mon lit. Simple. Et au bout de quelques temps, après, tiens, on rajoute une deuxième posture. Il faut beaucoup de discipline pour pratiquer tous les jours. C'est très, très, très difficile. Hein. Et il faut que ça rentre comme le fait de manger, de se laver, de dormir. Il faut que ça soit vraiment une habitude. Par exemple, le pranayama, j'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'avais pas le temps, je voulais continuer les postures. Et maintenant, c'est venu tout seul. C'est-à-dire que mes poumons, le matin, me réveillent parce qu'ils ont besoin de pranayama. Vous voyez, mais ça vient tout doucement. Il faut vraiment y aller de la même manière il y a des gens qui veulent prendre 2 cours par semaine. Je dis non. Au début, 1 cours.
parce que c'est quand même très fort sur le corps. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas, je veux dire, nous sommes des bénévoles. C'est une association. Moi, demain, je peux arrêter. Je veux dire, rien ne va changer. Hein. Pour les élèves, peut-être, mais donc, on ne cherche pas à faire pratiquer les gens, etc. Hein. Et les gens qui viennent régulièrement et qui me demandent des petits programmes, je leur fais des petits programmes. Adaptés à, par exemple, si quelqu'un il va avoir énormément de stress ou d'un chamboulement dans sa vie, etc., ou un divorce, etc., je vais adapter le programme pour que cette personne tombe pas dans beaucoup de tristesse ou perde ses nuits, des choses comme ça, voyez-vous. Donc ça, c'est pour la pratique. Et les stages, j'ai commencé cette année, mais on cherche un local pour s'agrandir, parce que là où nous sommes, ça ne nous convient plus trop. Donc on loue un local. Et pour l'instant, je fais des stages à thème. Et je me suis rendu compte que du coup, venaient aussi des personnes qui n'étaient pas forcément chez nous, mais qui venaient de loin, donc qui ne pouvaient pas venir régulièrement sur Strasbourg, et des personnes qui avaient déjà un peu pratiqué le yoga Iyengar et qui voulaient continuer un tout petit peu. Donc c'est un peu un challenge, un défi pour moi, parce que se trouvent dans les stages des gens qui n'ont jamais fait Iyengar, de tous les niveaux. C'était là aussi, un stage, hein. Ça a été, non? C'était quel stage? Ah, les Surya Namaskar. Ça a été? C'était dur. Ah oui, mais c'est normal. Un témoignage dans la salle. Oui. Donc c'est agréable de se retrouver mélangé avec des gens de tout niveau et de pratiquer ensemble surtout. Oui. Même si effectivement il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres. Je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage dans un stage. Voilà, parce qu'on pratique en continu et c'est pas la même dynamique en fait que dans un cours. Non, bien sûr que non. Donc un stage, je trouve que ça permet de progresser d'une manière différente. Ah, super, super. Mais je suis vraiment très prudente, c'est-à-dire Surya Namaskar, les gens aussi ils appellent parce qu'ils veulent faire les salutations au soleil. Alors ils veulent faire Padmasana, la position sur le lotus, que je vous interdis de faire. Et ils veulent faire la salutation du soleil. Je ne la fais pas ici parce que là, toutes les chaises, ça va voler, etc. Parce que c'est très intense. Hein. C'est des sauts. C'est pas, voilà, je me plie. C'est très, très intense. Et j'avais pris des précautions. J'avais dit, ne viennent que les gens qui ont zéro problème de dos, qui sont en bonne santé. Et j'avais dit, et j'avais même envoyé un petit programme de pratique au départ. Hein, pour ouvrir les épaules, pour pas que les gens le lendemain ne puissent plus bouger. Donc, ceux qui ont fait le programme, etc., ils avaient les épaules ouvertes, hein, etc. Hein. Donc, quand on est dans un stage, on regarde les autres, lui il a une grosse voiture, moi non, lui il a un joli short, on s'en fout. Hein. Normalement, vous êtes sur votre tapis, et puis ce qu'il y a autour, c'est pas grave. Hein. Donc, bon, c'est bien, les gens étaient contents. Les gens, ils ont tous... et les sportifs, les gars là, très très sportifs, ils ont eu des sacrées courbatures hein, le lendemain. Il y en avait un, il ne marchait plus. Hein. Il m'a dit, je vous maudis. Mais il était content. Mais il était vraiment très très courbaturé. Après, il y a une dame qui a eu mal au cœur, mais c'est bien. Comme moi, je trouve ça bien, parce qu'elle a touché un peu le foie aussi. Hein, il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, si votre corps vous donne des signes, c'est bon, il est vivant. Coucou, je suis là, tiens, ça craque un peu. Ben oui, ben oui. Il est là. Vous ne voyez pas un corps qui est là, et puis le reste est là quand même. Hein, le yoga, c'est union, c'est intégration. C'est le corps, le mental, tout est intégré. Bon, les femmes enceintes, j'en ai pas parlé, mais bon, on a un cours femmes enceintes. Mais là aussi, je suis très prudente, je prends que 2 ou 3 élèves, pas plus, parce que je veux pouvoir m'occuper des élèves. Je pourrais évidemment en avoir 10, mais quelle est la qualité du travail que je ferais si j'avais 10 élèves? 0. Donc, et elles ne peuvent venir qu'au début de grossesse. Là aussi, je refuse les femmes qui viennent avec 5 mois de grossesse. Parce que je ne les connais pas, parce que je ne sais pas du tout comment ça évolue, elles ne me connaissent pas, il faut quand même que je les touche. Donc, vous voyez, on est quand même, on a une éthique. D'ailleurs, il y a maintenant le logo Iyengar, hein, c'est comme Coca-Cola ou Apple. Donc, on signe, on paye pour pouvoir représenter la marque. Et c'est un contrat moral. Hein, je m'engage à vraiment enseigner ce yoga-là avec toutes les précautions qu'il faut.
Oui, des précautions, parce qu'il s'agit de la santé des gens. Et dans ce type de yoga, on fait encore plus attention qu'ailleurs. Qui dit santé, qui dit alimentation. Pendant les stages aussi, on se rend compte que les enseignants proposent certains aliments quand on est sur une journée de pratique comme ça. Et j'ai retrouvé des choses que je retrouve ici aussi dans ce restaurant. Alors, c'est pas toute forcément la même approche, mais à la base, c'est la même approche. Donc Michel ne fait pas de yoga, je ne sais pas si Valérie est souvent venue ici, mais voilà, on sent qu'il y a quand même à la base, il y a des choses assez universelles qu'on retrouve. Un jour, peut-être, ce serait intéressant de parler du yoga sous cette forme-là. Bon, Sous cette... Nous, on dit aux gens qui viennent dans les cours, qui viennent dans les cours qu'ils ne doivent pas avoir mangé avant. C'est très important. Vous voyez, moi, j'ai pas mangé avant, j'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai pratiqué avant. Et les gens doivent avoir l'estomac vide, à peu près, ils doivent avoir fini la digestion. Mais après, ils me demandent combien d'heures. Mais moi, je ne suis pas à leur place, je ne sais pas à quelle vitesse ils digèrent. Donc, chacun doit savoir. Deuxièmement, personne ne boit pendant le cours. Dans un cours, dans une salle, il n'y a pas de chaussures, pas de chaussettes, pas de boisson. Il faut, cette sensation de soif, elle doit être là. Elle est importante parce que vous nettoyez le corps comme ça aussi. Les sportifs boivent sans arrêt. Pendant les matchs, etc. Parce qu'on a eu un basketteur, tu te rappelles, Jovan, 2,11 m, il a fallu qu'on coupe le tapis pour lui. Et lui, au début, il voulait boire. J'ai dit non, toi, pendant tes matchs, ok, mais là, non. Donc, on laisse le corps un peu dans un sentiment de manque. Hein, et parce que comme ça, après, il peut travailler. Vous ne pouvez pas à la fois digérer et faire un travail physique. Ce n'est pas possible. Ce qui est le plus fatigant dans la vie, c'est digérer et parler. Là, je me fatigue beaucoup. C'est vraiment fatigant. Hein, ça demande énormément d'énergie. Alors, nous ne donnons pas de conseils pour la nourriture. D'ailleurs, mon enseignant Faïk Biria à Paris, une fois, il a eu... je me demande si ce n'était pas les renseignements généraux. Il y a quelqu'un qui est venu lui demander pour voir si ce n'était pas une secte. Alors, ils ont posé des questions. Est-ce que vous obligez les gens à manger certaines choses? Non, rien. Si vous aimez le chocolat, mangez du chocolat. Je veux dire, c'est pas... Hein, vous mangez ce que vous voulez. Après, si vous sentez qu'après avoir mangé du chocolat, vous avez mal à la tête, c'est qu'il y a peut-être un problème. Moi, j'ai une amie très bonne pratiquante, elle ne peut pas manger de chocolat parce qu'elle a mal à la tête après. Parce qu'elle a un foie fragile. Bon, bah alors, soit elle arrête de manger du chocolat, soit elle continue à avoir mal à la tête. Mais elle fait un choix. Hein? Donc moi, les gens, je ne peux pas leur donner de conseils, je ne suis pas diététicienne, hein, mais je dis, vous ne mangez pas avant. Pendant les stages, c'est sûr qu'on ne prend pas de petit déjeuner, parce qu'on pratique tout de suite, et puis à midi, 1 heure, c'est une tisane, et puis quelques fruits secs, c'est tout. Parce qu'après, on continue. Je ne vais pas faire la posture sur les épaules après avoir mangé un croissant, hein, c'est pas possible. Non, ce n'est vraiment pas possible. C'est même dangereux, ça va abîmer le système digestif, hein. Donc, ouais. À propos de fatigue, est-ce que c'est normal d'être fatigué après un cours de yoga? Ça dépend de quelle fatigue. Bon, moi, les cours du samedi, par exemple, qui est un cours assez avancé, les gens me disent après, j'ai fait une sieste. Je dis, bah, c'est très bien. Hein? Mais c'est bien, moi je trouve que s'il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, c'est fatigant. C'est fatigant pour le corps. Et si vous faites une bonne sieste récupératrice, après, vous avez de nouveau d'énergie. Voyez? Oui, après, il faut voir si la fatigue est dure. Ça veut dire que ça a été peut-être trop intense. Après, il faut en parler avec son professeur. Voyez-vous? Mais bonne fatigue après, pourquoi pas? Parfois, c'est l'inverse. Moi, je reçois parfois des SMS le lendemain, j'ai pas dormi de la nuit, c'est quoi ça? C'est sûr que quand on fait des étirements vers l'arrière, c'est très intense. Et puis, bon, parfois, je leur dis, bon, vous faites quoi ce soir? Vous allez en boîte? Bon, bah, hop, on arrête parce que il faut calmer. Vous voyez, les arrières sont extrêmement, donnent beaucoup d'énergie. Bon, dans les intensifs de Blacon que tu connais, les intensifs d'une semaine faits par notre professeur, là, le sommeil en prend un coup. C'est-à-dire qu'on a un sommeil en surface. Parce que il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur du corps, au niveau énergétique, qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est comme ça. Après, on est régénéré de toute façon. Hein. Mais c'est sûr que si vous avez un cours le soir et que vous n'avez pas dormi... Mais quoique les gens qui ne dorment pas, en fait, ils me disent qu'ils sont quand même en pleine forme le lendemain. Ils dorment mal, ils ont un sommeil en surface, mais ils sont en forme le lendemain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après un cours de yoga Iyengar, vous sentez une énergie, un bien-être, et c'est comme de l'homéopathie, ça se distille comme ça dans le corps, dans les jours qui viennent. Et tout d'un coup, au bout de 3, 4, 5 jours, vous sentez « Ah, j'aurais besoin de nouveau d'un petit cours ». Ils le disent tous, hein. De nouveau un cours, même qu'il manque de nouveau une petite... Moi, j'ai fait l'expérience de m'arrêter une semaine
me suis pas sentie plus reposée. Au contraire, Voilà. en prenant un cours, Ouais. mon corps réclamait un cours Ouais. pour Ouais. être régénéré. Et puis la fatigue, il y a différents types de fatigue. Les gens, ils viennent, ils me disent je suis fatigué. Et je dis ah bon, t'as fait un chantier là aujourd'hui, tu vois, ou je les vous vois généralement. Vous avez travaillé sur un chantier pendant toute la journée, parce que ça c'est la fatigue physique. Hein? Le gars qui travaille sur son chantier, lui, il est épuisé physiquement. Je ne sais même pas si je lui fais faire les postures debout. Hein. Ou les sportifs, certains sportifs, quand vraiment ils se sont entraînés toute la journée. Tu les connais là, le Lionel par exemple là. On a quelques sportifs. Donc quand ils ont vraiment fait énormément de sport, les postures debout, ils ne peuvent pas. Mais généralement, c'est une fatigue nerveuse hein, dont nous souffrons. C'est la fatigue nerveuse. Le corps, lui, il est en parfaite santé. Il a la pêche. Et du coup, quand les gens veulent me dire « je suis fatigué », je dis « ok, d'accord, posture debout ». Alors, ils ne sont pas contents, mais c'est exactement ce dont ils ont besoin. Posture debout. Pour ôter la fatigue du mental, du cerveau. En travaillant les jambes, les bras, et puis du coup, ça les régénère. Vous voyez, donc fatigue, ça dépend. Il reste quelques minutes avant de ranger la salle. Donc si vous avez encore une question à poser ouverte, on peut. Sinon après, Valérie il reste encore au moins jusqu'à midi, si ce n'est plus tard. Bon, on va peut-être clôturer tout doucement alors, ça te permet de te rhabiller. Oui, c'est vrai, mais je suis toujours en t-shirt, donc... Oui, moi ça me permet d'annoncer la prochaine conférence qui se fera avec Michel, ici présent, qui est un grand expert en alimentation et en santé. Voilà, je le dis, il n'aime pas qu'on le dise, mais il n'y a pas le choix. Donc il ne sera pas dans les coulisses cette fois-ci, mais il sera ici. Et il a une philosophie d'alimentation qui est peut-être pas révolutionnaire, mais pas loin. Donc il nous la présentera le mois prochain, le 12 avril. C'est comment se prendre en main soi-même, comment agir sur sa santé grâce à l'alimentation. Voilà, et c'est une thématique qu'on va développer dans les prochains mois, pas seulement à Strasbourg, mais un petit peu partout en Alsace, avec Michel et avec des amis, des proches de l'association, notamment des paysans, des agriculteurs. Voilà, donc parlez-en autour de vous, le 12 avril, l'alimentation, et le 17 mai, on va s'attaquer à un mal de société qui s'appelle le burn-out. Il existe sûrement aussi des mots français pour ça. En tout cas, ça nous permet aussi une fois de montrer non pas seulement comment se soigner, mais aussi quels sont certains des symptômes, des maux de notre société. Voilà, au mois de juin, on va programmer une petite sortie dans la nature. Vous verrez ça sur le site internet. Je pense qu'on ira dans la vallée de la Bruche, se faire une sorte de randonnée avec pique-nique. Voilà, et puis ça continue en septembre. Vous trouverez le programme sur le site internet. Merci encore à Valérie d'être venue. Moi, je trouve que c'était vraiment super tel que tu l'as présenté. Quand on n'en a jamais fait, on a envie d'en faire. Et quand on en fait, on a envie de s'y remettre sérieusement. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis restez à manger si vous pouvez.